Confédération des États du Sahel, présidence générale d'armée Assimi Goïta. Quel bilan? Dans un entretien exclusif accordé à l'ORTM, le chef de l'État nous parle des acquis de la force unifiée de l'AES à la télévision et à la radio de l'AES en passant par l'opérationnalisation de la Banque pour l'investissement et le développement. Nous l'écouterons dès le début de ce journal. Deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Bamako abrite l'événement, un accueil solennel empreint de chaleur avec tous les honneurs dus à son rang. C'est ce que le président Goïta a réservé ce matin à l'aéroport international. Président Modibo Keïta Sénou a son note de marque. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, enverra les temps forts du cérémonial avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Match nul pour les Aigles du Mali face au Chipolopolo de la Zambie. CAN Maroc 2025, les poulains du sélectionneur national Tom Saint-Fit faisaient leur première sortie aujourd'hui. Le résumé de la rencontre avec Ousmane Dao, notre envoyé spécial. Des astuces dans cette édition pour mieux se protéger contre le froid. Nous sommes tous enrhumés, on tousse partout, le nez et les larmes coulent, les bronches ne sont pas en forme, on se soigne mais ça persiste. Et si on pouvait prévenir tout ça, c'est bien possible. Et c'est le professeur Djagina Soumaré, pneumologue au Point G, qui nous donnera ses solutions dans Focus Santé de ce lundi. Nous sommes lundi 22 décembre, bienvenue aux informations. Bamako abrite depuis ce matin la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. À quelques heures de l'ouverture des travaux de cette deuxième session, le président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, tire le bilan de sa présidence à la tête de cette organisation. C'est dans un entretien exclusif qu'il a accordé à l'ORTM sur la liste des acquis, la force unifiée de l'AES, la télévision et la radio de l'AES, ainsi que la Banque pour l'investissement et le développement. Nous vous proposons une partie de cet entretien dirigé par Sira Bachili de l'ERTM et Fousseini Toukara de la cellule communication de la présidence. Suivons. Monsieur le Président, c'est parti d'un pacte de défense nationale. Mais aujourd'hui, l'AES, c'est 3D, diplomatie, défense et développement. Aujourd'hui, vous êtes allé sur cette base. Nous allons commencer par le volet défense, qui n'est pas des moindres au sein de la Confédération. Dites-nous, quelles sont les avancées notoires par rapport à cette question de défense? Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'harmonisation, de la coordination des actions militaires? Merci, Sira. Et tout d'abord, je voudrais rendre un hommage mérité au peuple souverain de la Confédération, c'est-à-dire les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et qui ont très vite compris les enjeux de notre combat qui s'articulent autour de la vision du respect de notre souveraineté, du respect des intérêts de nos peuples. Depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024, à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée, parce que quand vous regardez dans la feuille de route de l'A1 de la Confédération, le Mali était demandé de travailler pour la mise en place de la force unifiée. Et donc il y a eu ensuite une phase d'entraînement, il y a eu des exercices tactiques à Niamey, et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Donc c'était le début de la montée en puissance. Donc aussi il y a eu la formation des officiers d'état-major par l'école de maintien de Alou Blonenbe du Mali. Donc toutes ces actions ont permis de faire la montée en puissance de la force unifiée. Donc comme vous êtes rendu compte, on a mis l'étendard de la force unifiée.
Bon, de façon pragmatique, de façon visible, il y a eu des avancées majeures en termes de sécurité, bien vrai que des défis persistent toujours. En tenant compte même ou en regardant les principes même de la guerre, le premier principe qui est la liberté d'action. Aujourd'hui, nos pays disposent de cette liberté d'action, de mouvement. Aujourd'hui, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Donc ça, ce n'était pas du tout possible dans les années passées. Donc quand vous regardez aussi, depuis 2023, il y a eu plusieurs opérations conjointes contre ces groupes armés terroristes, dont les plus récentes sont IRECO 1 et IRECO 2. Donc ces opérations nous ont permis effectivement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et surtout des leaders, et ce qui n'a pas été possible à travers certains pays étrangers ou certains pays de puissance qui avaient même mis la tête de ces chefs terroristes en termes de prix. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Est aujourd'hui parvenir à changer cette dynamique, non seulement à neutraliser des centaines de terroristes et détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Donc aujourd'hui, cela nous a permis de pacifier un peu la zone. Donc quand vous regardez aussi en termes d'autonomie stratégique, nos pays ont beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas cette liberté, cette possibilité d'acheter aisément les équipements parce que c'était sous-traité par des pays qui instrumentalisaient ce secteur pour pouvoir nous influencer. Mais il faudra vraiment, force et de reconnaître aujourd'hui, facilement avec des partenaires sincères, nous parvenons à nous équiper et à mener nos opérations de jour comme de nuit et en ayant toujours l'initiative. C'est-à-dire nous pouvons attaquer l'ennemi avant que ce dernier ne déclenche les hostilités. Donc tous ces facteurs n'étaient pas du tout possibles. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui oriente les cibles en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. Mais de façon globale, je pense qu'aujourd'hui la Confédération AES a marqué beaucoup de points. S'imposer sur le plan international n'est pas chose aisée. Alors comment l'AES répond-elle aux critiques extérieures? Vous savez, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... C'est la guerre des intérêts, c'est des conflits de positionnement. Tout est lié souvent à des questions de ressources. Donc ces pays qui autrefois s'accaparaient aisément de nos ressources et essaient toujours de nous mettre dans des conditions misérables. Et la dynamique a changé avec les autorités de l'AES, parce qu'aujourd'hui nous nous inscrivons dans la dynamique de défendre tout ce qui est notre souveraineté, de défendre les intérêts de notre peuple. Et ces intérêts sont forcément aujourd'hui liés aux ressources stratégiques, tout ce qui est l'or, tout ce qui est le lithium, tout ce qui est gaz, tout ce qui est uranium. Donc c'est le changement de cette dynamique. Nous avons demandé un partenariat gagnant-gagnant, mais ceux qui pensaient chaque fois nous traiter des pays misérables ont très vite compris, se sont très vite rendus compte que c'est eux qui sont misérables et c'est eux qui sont pauvres. Donc c'est de bonnes guerres, je ne les en veux pas s'ils défendent leurs intérêts comme tout pays doit défendre ses intérêts, mais ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher, il ne faut pas se cacher la face. Ils vont toujours tenter de nous créer des narratifs, non seulement pour jouer sur nos réputations. Comme on le dit, c'est la guerre d'influence et de manipulation. C'est des questions géopolitiques.
les États s'imposent par la diplomatie aujourd'hui, nous avons constaté que l'AES parle d'une seule voix. C'est très important pour les États du Sahel pour pouvoir se faire entendre au niveau international. Dites-nous, quelle est l'harmonisation à ce niveau? Comment arrivez-vous à harmoniser vos points de vue et parler d'une même voix? Effectivement, vous avez raison. Quand il y a eu la confédération, la naissance de la confédération, bon, certains ne nous prenaient pas au sérieux. Mais aussi avec cette dynamique de nous diviser, de nous distraire. Donc il fallait comprendre cette stratégie et pouvoir aussi la contrer. Donc heureusement, on a vite compris et nous nous sommes préparés. Parce que la dynamique qui a été en place, c'était de pouvoir faire en sorte que l'AES ne puisse pas exister. Donc même, vous allez voir, même en termes d'invitation pour participer à certaines conférences, à certaines réunions, ils invitaient les gens individuellement. Donc nous avons essayé de mettre fin à ça. Si les 3 États sont invités par une organisation ou par un pays, nous avons demandé que ça soit sous le sceau de la Confédération. Donc ça, c'était un premier pas. Donc aussi, nous avons harmonisé notre vision, nos positions quant au niveau des instances internationales ou sous-régionales. Lors des votes où si certains pays demandent notre appui, c'est dans le cas de l'AES. Donc on se concerte, on soutient, puis on valide. Parlons des aspects un peu spécifiques. Alors, quelles initiatives ont été prises pour renforcer les infrastructures communes? Je parlerai de routes, énergie, commerce transfrontalier, entre autres. Dans le cadre du développement, en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes de transport, d'abord, nous avons demandé qu'il y ait des rencontres sectorielles pour harmoniser d'abord les procédures au niveau des différents départements. Ensuite, il y aura la validation d'un certain nombre de projets qui seront validés par les chefs d'État. Et ces projets seront financés soit par la banque ou soit par le prélèvement confédéral. Et ces projets seront exécutés par l'agent d'exécution de la Confédération, qui est la transformation en cours de l'autorité de développement intégré de l'État Gourma. Donc il y a plusieurs projets, mais certains projets jusqu'à présent sont en attente, tels que la mise en place de la nouvelle compagnie aérienne, peut-être qui sera pris en compte par le deuxième mandat. Il y a aussi la mise en place du chemin de fer Bamako, Ouaka, Niamey. Donc il y a plusieurs actions, plusieurs projets qui sont en attente. Donc nous avons mis les sous-bassements, les bases solides. Et maintenant, je pense que nous serons plutôt orientés pour le deuxième mandat sur le projet de développement. Tout ce dont vous venez de parler, tout cela concourt au développement. Dites-nous, quels sont les acquis économiques aujourd'hui que nous pouvons noter sous votre présidence de l'AES? Dans la feuille de route, il était demandé d'abord de créer la banque de développement et d'investissement. Donc aujourd'hui, je pense que cette banque aujourd'hui est une réalité. Elle est déjà créée, les conseils d'administration ont été déjà mis en place. Il y a eu la nomination de ses membres. Donc, cette banque aura un capital de 500 milliards. Donc, cette banque va nous permettre de financer les projets de la Confédération, non seulement dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation, et dans le domaine du transport. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand vous regardez, nous avons décidé de transformer l'autorité de développement intégré de l'État Gourma, ALG, en agence d'exécution pour les projets et programmes de la Confédération. Donc cette transformation est déjà en cours. On a mis une administration provisoire pour 6 mois. Il y a eu un audit aussi qui est en cours. Il y a eu un comité d'experts qui est en train de travailler sur la transformation de cette agence d'exécution. Je pense que le processus doit être finalisé d'ici normalement à la fin 2025. Et aussi, les premières opérations doivent commencer en 2026. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après cette édition. Direction à présent l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. C'est demain 23 décembre que s'ouvre la 2e session du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel ici au CICB. Aujourd'hui, lundi, était consacré aux arrivées. À 10h passées de 30 minutes, comme annoncé par le protocole de la République, l'avion transportant le président nigérien s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international
international, président Modibo Keïta Sénou, à l'accueil, son frère et homologue malien, le général d'armée Assimi Goïta, un accueil solennel empreint de chaleur avec tous les honneurs dus à son rang, une arrivée en direct ce matin sur les antennes des 3 télévisions AES. Je vous laisse découvrir les temps forts du cérémonial réservé par le président Goïta à son hôte de marque, c'est avec Garibou Pérou et Adama Kamara. Face au tapis rouge, un avion de commandement s'immobilise. À son bord, le président Tchani. Au sommet de la passerelle, le regard est franc et l'allure assurée. Il se tourne vers son hôte. Les gestes s'enchaînent avec la rigueur imposée par le protocole, tandis que les premiers mots échangés portent sur les nouvelles du pays. À la droite du président Goïta, son homologue nigérien, d'un pas tout à fait synchronisé, les 2 présidents parcourent le tapis d'honneur. Vient ensuite l'instant de l'exécution des hymnes nationaux, suivi de l'hymne de la Confédération des États du Sahel, symbole fort d'une union assumée. Le président Goïta conduit alors son hôte vers le salon d'honneur, à l'abri des regards et loin des caméras, dans le cadre fascinant du pavillon présidentiel. L'atmosphère est cordiale. L'accueil officiel achevé, le cortège présidentiel se met en ordre de marche. Il prend la direction de la capitale. Tout au long du parcours, sur près d'une quinzaine de kilomètres, des foules se massent spontanément. Elles sont des milliers, parfois des dizaines de milliers, à être sorties pour saluer les présidents de la Confédération des États du Sahel. À moto, en voiture, à pied ou sur les toits, tous les moyens sont bons pour apercevoir, ne serait-ce qu'un instant, le passage du cortège présidentiel. Les chants à la gloire de la Confédération, les cris de joie et la ferveur populaire tentent de réduire la distance imposée par le protocole. Accueillis tels de véritables libérateurs, les chefs d'État de la Confédération répondent aux acclamations. Depuis des véhicules avançant au ralenti, ils honorent longuement leurs compatriotes. À certains points du trajet, la foule plus dense encore réclame un contact direct. Les présidents descendent alors de leur véhicule et se livrent à un bain de foule, faisant le choix de la proximité rare et profondément symbolique. Ces images fortes et émouvantes délivrent un message sans équivoque. Au-delà des enjeux diplomatiques, le pari de la bonne tenue de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel est d'ores et déjà en grande partie gagné.
Voilà, comme vous venez de le voir, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands. Le président Goïta et son peuple, en accord parfait, ont, dans la chaleur africaine, accueilli l'hôte du jour. Tout au long du trajet menant à son lieu de séjour, le cortège présidentiel a su constater la mobilisation exceptionnelle des populations accompagnées d'une ferveur populaire, signe d'un grand oui aux idéaux portés par nos trois dirigeants, en créant la Confédération des États du Sahel. Tamsir Diabaté et Mohamed Sidibé étaient sur le parcours. Regardons ce qu'ils ont pu nous ramener, tant sur le trajet était noir de gens contents et fiers. Le cortège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel a quitté l'aéroport international Modibo Keïta Sénoun pour emprunter l'avenue de l'AES sous les acclamations d'un peuple mobilisé. Des marionnettes traditionnelles et les danses culturelles du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont offert un accueil riche en couleurs au président de la transition du Mali, non moins président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, et à son hôte du jour, le général d'armée Aboudrahman Tchani, président de la République du Niger. Tambour, chant et pas de danse ont donné le ton d'une cérémonie empreinte de fraternité et de symboles, illustrant l'unité culturelle et politique des peuples de l'AES. Tout au long du trajet, la ferveur populaire n'a jamais faibli. Massé le long des artères, le peuple de l'AES est resté debout dans une liesse collective remarquable. Drapeau levé, voix unie, les citoyens ont entonné l'hymne de l'AES, affirmant leur adhésion au projet commun. De l'avenue de l'AES au quartier Madi, en passant par Kalaban, Sabali-Bougou jusqu'au boulevard de l'Indépendance, la mobilisation a été totale. À plusieurs reprises, les deux chefs d'État ont marqué des arrêts descendants de leurs véhicules pour aller partager cette chaleur humaine. Une façon pour la population de saluer l'engagement et la détermination d'un peuple résolument tourné vers une AES forte et souveraine.
Parfois, la sécurité était débordée face à une foule accuse à la cause désireuse de se rapprocher de ses dirigeants. Du boulevard de l'Indépendance jusqu'au palais de Koulouba, la même ferveur a accompagné le cortège. Une joie manifeste, reflet de l'importance accordée par les populations à la tenue de la 2e session du Collège des chefs d'État de l'AES. Bref, ces images traduisent bien plus qu'un déplacement officiel. Elles témoignent de l'engagement profond d'un peuple uni derrière l'idéal de la Confédération des États du Sahel et déterminé à écrire ensemble une nouvelle page de son histoire. Et pour information, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est attendu demain à Bamako. Il sera accueilli par son homologue, le général d'armée Assimi Goïta. Les chefs d'État vont prendre part dans la capitale malienne à la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES qui s'ouvre ce mardi 23 décembre au Centre international des conférences de Bamako. Et notez également qu'en ce moment même, le président de la transition, président de la Confédération AES, offre un dîner à son hôte du jour, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, un dîner au cours duquel les deux personnalités et leurs différentes délégations vont échanger sur les liens de coopération entre les pays de l'AES. Sikasso, la 3e région du Mali, salue la tenue du 2e sommet du Collège des chefs d'État de la Confédération à Bamako pour marquer son adhésion aux idéaux de l'organisation et son soutien aux chefs d'État des 3 pays. La commune urbaine a déployé les couleurs nationales des pays de la Confédération sur certains sites. Regardons avec Sekou Konaté, Moussokoro Sereme, Taïrou Konati. La place de l'Indépendance en plein cœur de la ville, l'axe menant au gouvernorat des régions et la bretelle de la route nationale 7 sont quelques-uns des sites choisis pour déployer les couleurs nationales des pays membres et celles de la Confédération AES. Une initiative qui a tout son sens pour les autorités communales. Sikasso, c'est la porte d'entrée de l'AES par la route et la porte de sortie aussi. Que vous veniez de Niamey ou de Ouadou, donc de Burkina ou de Niger, vous passez par Sikasso obligatoirement. Mais ceci étant, nous pavoisons les rues et d'une certaine importance à Sikasso pour magnifier notre attachement à l'esprit de l'AES. Et les populations de saisir cette belle initiative pour réaffirmer leur soutien et leur engagement aux côtés des dirigeants des pays de l'AES réunis à Bamako pour le 2e sommet du Collège des chefs d'État de l'organisation. Bon, ne yɛrɛ kɔni fɛ bon alhamdulillah o y'a sigi kun min kama ala k'o bɛn kelen ma ala kan'o fɔ ɲɔgɔn kɔ. N'i y'a mɛn k'an bɛ lansisi kɔnɔ ka sunɔgɔ mɔgɔ de b'an ye kungo kɔnɔ ni mɔgɔ tɛ kungo kɔnɔ an tɛ se ka ala ka sunɔgɔ o bɛɛ y'a si diya n ye walayi an kɔni an dɛmɛni don bi an bɔnnen bɛ nɔgɔ la bi parce que an kɛra an yɛrɛ ta ye bi an b'a ka yɛrɛma hɔrɔn la ɲina sisan ya o de y'a si diya n ye. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, nous avons un objectif commun. Donc on doit travailler ensemble. Donc pour le bien-être, vraiment on est très contents et on les soutient à 100%. Pour qu'on ait bangi dojo,
ni bangi ko ni sera ka waleya ka français fa yɛrɛ bɔ an ka kabila kɔnɔ a bɛ diya ala ye a bɛ diya an ye o y'a fɔlɔ ye a filanan halisa u k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka basigi lana jamanaw kɔnɔ cogoya min na o y'a filanan ye halisa an b'o dugawu de kɛ k'u fangase a fana tɛ se ka kɛ jamanadenw kɔ dɛ jamanadenw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ. L'AES, le départ d'une Afrique libre et souveraine pour le grand bonheur des populations du continent, sous le leadership des présidents capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, général Tchani du Niger et le général d'armée Assimi Goïta du Mali. Un mot de la tenue de ce séminaire de haut niveau sur la gouvernance à l'école de maintien de la paix Alun Blondin Bey de Bamako. Les 3 jours d'exercice sont axés sur le thème « Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs face aux défis de la bonne gouvernance en Afrique ». La rencontre regroupe les États membres de l'AES, nous dit Alpha Maïga. C'est dans les locaux de l'école de maintien de la paix Alun Blondin Bey que se déroulent les travaux de ce séminaire de haut niveau. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs face aux défis de la bonne gouvernance en Afrique, cas du Mali. L'objectif essentiel est d'améliorer les processus de gouvernance en favorisant la participation citoyenne, mais aussi la transparence, la responsabilité et surtout l'inclusion du genre dans la prise de décision. Le choix de ce thème, c'est même une nécessité. C'est un besoin de bonne gouvernance. Et les problèmes que nous rencontrons généralement en Afrique, la plupart, ce sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance. Les participants sont appelés à élaborer une feuille de route commune pour les 3 États de la Confédération de l'AES. Une feuille de route commune pour nos 3 États, donc qui va nous guider dans notre action, naturellement en tenant compte des orientations des plus hautes autorités de nos pays. Pour nous, c'est une réalité et ça doit être une réalité. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nous avons un sort commun et il faut qu'on fasse tout pour sauver nos pays. S'agissant des attentes, elles sont grandes. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que nous sommes avec nos parents du Niger et du Burkina. Et dans ces 2 pays, cette structure de la bonne gouvernance existe. Nous voulons échanger avec eux. Les conclusions du séminaire seront consignées dans un rapport destiné aux ministres des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Septième session du conseil d'administration du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire. 219 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2026 de la structure. Mohamed Kentao, Gaussou Touré, reportage. Le Centre pour le développement du secteur agroalimentaire, CDA, est une structure nationale qui contribue à l'augmentation de la richesse nationale afin d'assurer la sécurité alimentaire. Cela à travers la transformation, le développement et la promotion du secteur agroalimentaire. Il a ainsi tenu la 7e session de son conseil d'administration pour débattre des activités menées et de son budget prévisionnel qui s'élève à près de 219 millions de francs CFA. Des activités du CDA ont porté sur les techniques de transformation et de conservation agroalimentaire dans les régions de Douila et de Koutchala, le renforcement de capacités de 120 entreprises dans la transformation du karité dans les régions de Koulikoro, Douila, Sikasso, Bougouni, Ségou et San, la réalisation des missions d'appui conseil auprès des unités de transformation agroalimentaire. Malgré ces résultats enregistrés, le CDA est buté à quelques contraintes qui entravent la réalisation de certaines activités et de nombreux défis l'attendent. Les contraintes, c'est surtout le manque de financement, et surtout le CDA, c'est que nous n'avons pas encore pu avoir des partenaires.
de partenaires avec lesquels nous pouvons quand même faire chemin pour pouvoir réaliser vraiment quelques missions du CDA. Vu le rôle crucial du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire pour l'émergence économique et le développement durable du pays, le chef de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce invite la dizaine de participants à la rigueur afin d'insuffler une nouvelle dynamique aux activités du CDA. Et Sorana Kamisuko nous parle de la 9e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Observatoire national de l'industrie. L'Observatoire national de l'industrie ONU place l'année 2026 sous les signes de la recherche en vue de promouvoir le développement industriel sur le territoire national. Déjà, les initiatives en cours permettent d'être optimistes. Quant au programme 2026, il nous offre de nouvelles perspectives pour consolider les acquis et ouvrir de nouveaux chantiers. Il s'agit notamment de la réalisation de l'étude d'actualisation des filières porteuses, de la production du rapport annuel sur l'industrie, de la dissémination des rapports d'études, du renforcement des capacités, de la formalisation des partenariats avec les faîtières et de la dynamisation du site web. L'année 2025 a été marquée par des avancées notables en matière de recherche. On retient la réalisation de 2 grandes études, l'une sur l'industrie et l'autre sur la filière pain au Mali. Le rapport annuel de l'industrie est un condensé des indicateurs et des informations dans le domaine de l'industrie. Donc ça nous a permis de voir en tout cas l'évolution en termes de création d'emplois. Il y a eu 33,9% de taux de création d'emplois. En termes d'investissement, nous sommes à 19,6% d'évolution, de hausse aussi, soit 23 000 milliards d'investissements en 2024. Pour mener à bien ces missions, l'ONU dispose d'un budget prévisionnel de plus de 143 millions de francs CFA, un budget examiné et validé à la faveur de la 9e session de la structure. Direction Kabbalah pour parler de la 30e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires. C'est avec Fademba Keïta. La 30e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires CNU de Bamako permet aux participants d'œuvrer à l'amélioration substantielle du cadre de vie et de travail du personnel et des étudiants des universités du Mali. La présente session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité et du rapport financier 2025, l'examen et l'adoption des projets de programme d'activité du budget 2026, l'examen et l'adoption de 4 projets de délibération relatifs aux tarifications des chambres, des résidences universitaires, de la salle multifonctionnelle de Kabbalah. Les observations et suggestions doivent consolider les acquis, voire aller au-delà des réalisations engrangées en 2025. Sur les 43 activités programmées en 2025, nous avons pu exécuter 38, qui représentent un taux de 81,39%. Le centre a plusieurs ambitions pour les universitaires courant 2026. Nous prévoyons le démarrage des travaux de construction de la nouvelle résidence universitaire des étudiants de l'Hyper-Ifra de Katibou, le lancement des campagnes d'enrôlement des étudiants à l'assurance maladie volontaire, la poursuite du développement du système intégré de gestion des œuvres universitaires à travers la digitalisation de toutes nos prestations, l'organisation des premiers Jeux universitaires des pays de l'AES, l'affiliation de notre club sportif universitaire à différentes fédérations des arts martiaux. Avec un budget prévisionnel de 22,116 milliards de francs CFA en 2026, la direction du CNU ambitionne de moderniser davantage ses services et renforcer l'impact social des œuvres universitaires tout en mettant un accent particulier sur la performance. Couvrant 9 communes et 115 villages à travers les régions de Kay, Koulikoro et Sikasso, le programme de promotion des systèmes de culture agroécologique et de protection des sols tient la 4e session de ce comité de pilotage. Alpha Maïga, compte rendu. Nous vivons un contexte marqué par les effets du changement climatique. Résoudre l'équation, l'agroécologie est et demeure une des solutions. Depuis, un programme sur le sujet est initié.
Ici, ce sont les membres du comité de pilotage qui sont réunis à la faveur de la 4e session du comité de pilotage du dit programme. Ils échangent sur ce qui a été fait dans les régions de Koulikoro, Kaï, Sikasso, qui couvrent le programme. 9 communes et 115 villages. Il y a eu plus de 7000 producteurs formés sur les différentes techniques de l'agroécologie, de conservation des eaux et des sols. 9 boutiques d'intrants agroécologiques construites aujourd'hui et équipées. Des unités de ferme intégrées qui sont opérationnelles aujourd'hui et plusieurs quantités de compost produites localement. Ces acquis traduisent une dynamique nationale de reconstruction productive centrée sur les communautés, l'organisation sociale et l'innovation locale. Je me réjouis de la prorogation du programme jusqu'en 2027. En ce qui concerne les perspectives, il en a été question, comme pour souligner que l'agroécologie apparaît comme une voie porteuse d'espoir avec le concours des partenaires techniques et financiers. Formation au bénéfice des institutions de microfinance. Elle est dispensée par l'Agence de l'environnement et du développement durable afin d'outiller les participants en matière d'élaboration de projets bancables. Tchamoro Konati. Les institutions de microfinance comme maillon essentiel de lutte contre la pauvreté. Cette formation qui s'inscrit dans cet esprit est l'une des résolutions issues de l'atelier de capitalisation des bonnes pratiques en finance verte tenu du 19 au 21 novembre 2024. L'initiative concourt à la recherche de solutions aux effets néfastes des changements climatiques. Le constat aujourd'hui a été fait qu'il y a beaucoup de fonds au niveau mondial, au niveau régional et même au niveau du Mali. Et la coordination de ces fonds-là est assurée par l'AIDD. Mais pour pouvoir accéder à ces fonds-là, il faut pouvoir présenter des projets bancables. Et c'est ça la contrainte aujourd'hui, la difficulté qu'on a, parce que les institutions n'ont pas de ressources. L'exercice vise donc à doter les participants des outils techniques leur permettant d'élaborer des projets bancables, une nécessité pour accéder aux fonds climatiques internationaux. Cette activité constitue ce jour une véritable opportunité pour renforcer la capacité des acteurs de nos institutions financières, membres de l'APSFD, afin de mobiliser des fonds verts. Cette formation au bénéfice des acteurs climatiques est assurée par l'AIDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable. Elle est soutenue par de nouvelles solutions digitales développées par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit des solutions digitales du MEREF-SFD, de CAFO Djigine et de KSC Djikiseme. Des efforts sont en train également d'être déployés pour relever les défis comme ceux de la qualité des ressources humaines, de la recherche de financement et de l'accroissement de l'épargne nationale, de la transition écologique et climatique. Ces initiatives en faveur du climat sont inspirées de l'axe 4 de la lettre de cadrage du président de la transition qui accorde une place de choix à la lutte contre la pauvreté au Mali en privilégiant les institutions de microfinance. Bientôt, un répertoire des localités du Mali, outil fondamental de gouvernance. Ce répertoire ressort du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Pour mieux comprendre, retrouvons Alpha Maïga. Ici, ils sont réunis pour échanger et du coup procéder à la validation du répertoire des localités issues du 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'opération s'est déroulée du 16 au 18 décembre à Bamako, c'était en 2023. Le répertoire dont il est question est un fruit d'un travail technique exigeant qui constitue l'un des piliers du recensement. Au moment où nous publions les résultats du recensement, il y a eu une nouvelle loi sur le découpage administratif du Mali. Donc, les résultats du recensement sont devenus caducs avant même leur publication. C'est pourquoi l'INSTAT a jugé nécessaire de s'asseoir à la publication du répertoire village et faire en sorte qu'on puisse produire ces résultats sur la base du nouveau découpage administratif. Au cours des 3 jours de travaux, ils vont vérifier la cohérence interne du répertoire, contrôler la toponymie et s'assurer de son exhaustivité. Ensemble, vraiment, il s'agit d'examiner ce document pour qu'on puisse avoir un document consensuel qui répond réellement aux réalités du terrain. Le répertoire, une fois validé, renforcera la souveraineté statistique du Mali et facilitera le pilotage efficace des politiques.
Journée mondiale des toilettes, 16e édition, exceptionnellement célébrée ce 19 décembre au Mali. Le thème national portait sur « Nous aurons toujours besoin des toilettes ». Oui, une réalité incontournable car l'assainissement n'est ni un luxe ni une option, mais un besoin permanent et universel. Raison pour laquelle Madame le ministre de l'Environnement a offert d'importants lots d'équipements et de produits hygiéniques et d'assainissement aux responsables de certaines écoles, des marchés et des hôpitaux dans le district de Bamako. C'est là pour améliorer l'assainissement des toilettes publiques. Adam Maïga, Tchidje Kamara. Odeur nauséabonde et insalubrité. L'état de certaines toilettes publiques du district de Bamako peut mettre en danger la santé des utilisateurs. Pire encore, il cause la mort d'enfants. À l'échelle mondiale, près de la moitié de la population vit encore sans service d'assainissement sûr. Et chaque jour, des enfants meurent de maladies évitables liées à l'insalubrité et au manque d'hygiène. Ces chiffres rappellent que l'assainissement est avant tout une question de vie, de sécurité et de justice sociale. Pour rendre ces toilettes publiques plus pratiques, le gouvernement du Mali, en collaboration avec Mali Sania de l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, a offert des équipements et produits d'hygiène et d'assainissement à leurs gestionnaires. Cela va nous donner le courage pour continuer les travaux, que ce soit le curage des caniveaux, que ce soit la cour, que ce soit les toilettes. Donc cela va nous permettre d'assainir correctement. Outre les renforcements de la salubrité des toilettes publiques, le gouvernement envisage de construire des toilettes adaptées au changement climatique. Nous sommes en train de réfléchir à comment nous allons mobiliser les fonds nécessaires pour financer ces toilettes sur le territoire du Malien, pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons soutenir la problématique d'adapter les toilettes aux défis du changement climatique. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre. Pour des raisons d'agenda cette année, elle s'est tenue le 19 décembre. Le préfet du cercle de Tinauker face aux populations de sa localité pour une prise de contact. On fait le point avec Aliou Idrissa Maïga. Le préfet du cercle de Tinauker est venu pour une prise de contact avec la population, mais aussi échanger avec elle afin de recenser les besoins de la localité pour son développement. Dans la vision du président de la transition, son Excellence Général Assimi Goïta, de rapprocher l'administration des administrés, Tinauker est devenu aujourd'hui un cercle. Dans le cadre de la fonctionnalité du cercle, les plus hautes autorités ont placé leur confiance à ma personne pour être ainsi le premier préfet du cercle de Tinauker. Pour la bonne marche du cercle, j'ai besoin de votre accompagnement pour faire de ce cercle un environnement de paix, de fraternité, afin de favoriser de vivre ensemble. Cette visite du préfet du cercle de Tinauker est d'une importance capitale selon le maire de Telemsi. Toute ma reconnaissance et mes remerciements aux autorités régionales pour tout ce qu'elles font pour la stabilité et la relève économique de notre région en général et du cercle de Tinauker en particulier. Cette première visite du préfet du cercle de Tinauker demeure un événement très important qui confirme non seulement la confiance placée en nous, mais aussi le rapprochement entre les populations et l'administration. Notre pays, le Mali, s'est engagé dans une profonde réforme afin d'assurer le retour à la quiétude, la cohésion sociale et la réconciliation entre tous les citoyens. Les légitimités traditionnelles, les représentants de la coordination des associations et organisations féminines et les jeunes, tous étaient là pour rencontrer le préfet du cercle de Tinauker. C'est la jeunesse, le support de ce cercle que nous voulons construire ensemble. Au nom de la jeunesse, ils vous souhaitent la bienvenue. Ils sont très contents que vous faites ce déplacement. Au cours de son passage à Tinauker, le préfet et sa délégation ont rendu visite aux notabilités. Ils ont aussi visité le centre de santé avant de faire un tour au niveau de l'école. Les responsables des deux services ont souligné des difficultés pour lesquelles ils souhaitent des solutions. La PDP ouvre son antenne régionale de Mopti à travers une conférence débat dont le thème portait sur cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel au Mali. Mahmoud Ouedrago, Suleiman Tepsouké, reportage.
L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, est désormais opérationnelle dans la région de Mopti. Sa mission principale est de sensibiliser les populations des régions concernées sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des données. Les personnes dont les données font l'objet de traitement disposent du droit d'être informées avant tout traitement de leurs données à caractère personnel. Cette conférence inaugurale marque une étape majeure dans le renforcement de la protection d'un droit fondamental à l'ère du numérique. L'ouverture de cette antenne régionale de Mopti s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays et dans la stratégie de proximité de l'APDP. Elle traduit une volonté claire, rapprocher l'institution des populations, rendre effectifs les droits reconnus par la loi et assurer une application équitable et uniforme de la réglementation sur toute l'étendue du territoire national. La protection des données personnelles ne saurait rester cantonnée au seul capital administratif. Elle doit être vécue et exercée au quotidien. La transformation numérique en cours dans notre pays ne doit laisser aucune région en marge et ne doit jamais se faire au détriment des libertés individuelles. L'État malien, à travers la loi et les institutions telles que la PDP, veille à ce que l'innovation s'accompagne des responsabilités. L'antenne régionale se veut un cadre de proximité, d'écoute et d'encouragement, faire un instrument de promotion des bonnes pratiques et de renforcement des capacités. La coupure du ruban symbolique des nouveaux locaux de l'APDP a sanctionné la conférence débat dans la région de Mopti. Oui, un clin d'œil à Tombouctou. La 4e nuit des prestations des troupes de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Place à celle des régions de Caille et de Bougouni. On en sait plus avec Najim Babassissé, Mahmoudou Askoufari. Pour cette 4e nuit du passage des troupes, ce sont les régions de Caille et de Bougouni qui tiennent en haleine le public au stade Babal Kairou de Tombouctou. La troupe de Caille ouvre le bal avec ses 4 tableaux dont l'ensemble instrumental sur la paix, la pièce de théâtre à la recherche de la pitance, le solo de chant, un hommage destiné aux pupilles de la nation, bouclé par la danse traditionnelle Horso. La pitance en Bambara d'Aïrmé. Et tout le monde connaît aujourd'hui, au Mali, tout le monde cherche sa pitance. Donc c'est pour cela que nous avons traduit ça en français pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'au Mali, actuellement, il y a la pitance. Je suis vraiment très satisfait par la qualité des différentes prestations. Et les acteurs ont tout donné. Et sur scène, et c'est de cela qu'il s'agissait. La deuxième partie consacrée à la troupe de Bougouni lève le voile sur le solo de chant Kononi Kassikan, qui sera suivi de la danse traditionnelle de la Calebasse Fléni. Le 3e numéro est une pièce de théâtre, le socle de la vie de notre village. L'ensemble instrumental intitulé Bain est un appel à l'unisson et à la cohésion sociale qui met fin aux prestations de la troupe de Bougouni. Alors, c'est un solo de chant qui évoque la mort avec ses conséquences sur la société, et c'est un solo de chant également qui exhorte les membres des pays de l'AES à la solidarité, à l'entraide. Tout le monde dit Angapé, Angapé. Je pense qu'après cette biennale artistique et culturelle, maintenant tout le monde saura que la diversité, c'est ça l'avantage du Mali. Vous voyez les 4 numéros que nous venons de présenter, et la symbiose entre le public qui a assisté à cette prestation avec les acteurs qui se sont produits prouve à suffisance vraiment que les acteurs ont répondu à l'attente. Du côté du public, on félicite la qualité des prestations. Ce qui m'a surtout très marqué, c'est la chorégraphie. Les 2 troupes ont émerveillé le public durant le temps imparti avec leurs riches et diverses valeurs culturelles.
L'actualité se passe également du côté du Maroc. Match nul pour les Aigles du Mali face au Chipolopolo de la Zambie. CAN Maroc 2025, les poulains du sélectionneur national Tom Saintfiet faisaient leur première sortie aujourd'hui. On suit le résumé du match avec l'un de nos envoyés spéciaux. Il s'agit de Ousmane Daou depuis Casablanca. Après quelques jours en terre marocaine, c'est le grand saut pour les Aigles du Mali. Dès l'entame, ils prennent le jeu à leur compte et se créent coup sur coup 2 occasions. À la 3e minute et à la 6e, ni Néné Dorgelès ni Lassine Sinayogo ne trouvent le cadre. Les Aigles ne baissent pas pied et bousculent l'arrière-garde zambienne et la poussent à la faute à la 38e minute sur un centre de Lassine Sinayogo. Néné Dorgelès est fauché, pénalty pour le Mali. El Bilal Touré se charge de l'exécution, mais le portier zambien s'interpose. C'est sur ce pénalty raté que l'arbitre siffle la fin de la première période sur le score de 0-0. Après la pause, les 2 équipes repartent avec les mêmes dispositions. D'un côté, une équipe malienne qui attaque et qui est toujours mise en échec par la défense zambienne. Finalement, le verrouillage défensif des Chipolopolo est sauté par Lassine Sinayogo. Sur un corner mal renvoyé, l'attaquant malien d'une frappe pure ouvre le score 1-0 pour le Mali. Nous sommes à la 62e minute. Derrière, la Zambie va pousser. Le Mali tient bon jusqu'aux arrêts de jeu dans une défense passive. Patson Daka égalise pour la Zambie. 1 but partout, score final. Pour leur première sortie, les Aigles laissent filer les 3 points avec beaucoup de regrets. Moi, je ne suis pas content. Première mi-temps, on a 7 tirs, 2 cadrés. On a un penalty, on ne marque pas. Zambie, on a 0 tir au but, première mi-temps. Ça commence là-bas, notre tempo n'est pas là, on n'a pas le sentiment qu'on veut marquer. On a dit au mi-temps, on a dit ça avant le match, mais aussi au mi-temps, on a dit Maroc a gagné 2-0, on a besoin minimum aussi de 2-0 pour rester en contrôle. Et quand on marque 1-0, tous les joueurs savent qu'on veut marquer le 2e but. Mais ça ne passe pas. Et les dernières 3-4 minutes ont vu que ça peut passer pour Zambie. Des bons centres et on ne gagne pas les duels. Et moi, je suis pas content. Je suis frustré un peu. S'il y a des choses à retenir dans ce match, c'est d'abord Lassine Sinayogo, illustré par le trophée d'homme du match. Ensuite, le comportement global de l'équipe jusqu'à l'ouverture du score. Et depuis, le Mali se liquéfie comme neige au soleil face à des Zambiens qui ont cru et ont provoqué leur chance pour égaliser. Comme très souvent, des regrets. Maintenant, il faut se focaliser sur le Maroc qui sera plus coriace et va constituer le véritable test match des Aigles pour perdurer dans cette Coupe d'Afrique des Nations 35e du nom. À suivre les matchs, bien sûr, sur ORTM 1 ou ORTM 2. La Ligue de Bamako de badminton a tenu son premier championnat dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars à Irimadio. En dames et messieurs, le championnat a regroupé environ 24 clubs issus de la Ligue de Bamako. Cette édition 2025 est une première, nous dit Bouraïma Diallo. Le badminton confirme sa montée en puissance sur la scène sportive malienne. Le championnat de la Ligue régionale du district de Bamako vient de confirmer cette dynamique en réunissant une vingtaine de clubs de badminton et le public s'est régalé avec des matchs de belle facture. Les badistes ont rivalisé en simple et en double. Les catégories concernées sont les minimes, les cadets, les seniors et les vétérans. À l'issue de la compétition, les responsables se disent satisfait du niveau des combats. C'est un sentiment de fierté. C'est l'ensemble des clubs de Bamako qui ont participé à cette compétition 2 jours durant. Ils ont vraiment mouillé le maillot. Il n'y a pas eu de gagnant ni de perdant. Tous les clubs ont gagné. C'est ça notre fierté. Un sentiment de joie, de bonheur et surtout de confirmation, de confiance en la jeune ligue du district de Bamako qui vient d'être élu et qui a pu réussir ses paris. Commencé samedi, cette première édition a vu la participation d'une 60aine de badistes à travers la Ligue de Bamako.
Et nous voilà arrivés dans notre rubrique Focus Santé. Ce lundi, elle se penche sur la période de fraîcheur que nous vivons chacun à notre façon. Nous sommes tous enrhumés, on tousse partout, le nez et les larmes coulent, les bronches ne sont pas en forme et on s'y soigne mais ça persiste. On va vous donner des astuces dans ce journal pour mieux se protéger contre le froid. Oui, on peut prévenir tout ça, c'est bien possible et c'est le professeur Djagina Soumaré, pneumologue au Point G, qui nous donne ses solutions. C'est dans ce reportage de Koumba Sissé et Alkaou Traoré. Je souffre du rhume et de la toux. Je n'arrive pas à manger. Avec l'installation de la fraîcheur, la petite Maïga est loin d'être la seule victime du rhume et de la toux. Cette saison est marquée par la forte recrudescence de diverses infections respiratoires. Parmi ces pathologies respiratoires qui sont provoquées par le froid, il y a les cas de bronchite, les cas de BPCO, ce qu'on appelle le bronchopneumopathie chronique obstructive, et surtout les maladies asthmatiques, et même les cas de pneumonie. Quitter, c'est-à-dire le parenchyme pulmonaire, et aller vers la cavité pleurale et provoquer ce qu'on appelle une pleurésie, et surtout une pleurésie purulente, qui est encore grave, où ça va nécessiter même une chirurgie. En dehors de tout ceci, il y a des gens qui ont fumé ou qui sont atteints d'une maladie qu'on appelle BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et c'est des dilatations de bronches qui peuvent se greffer sur ces pathologies déjà chroniques, où ça peut être compliqué ou faire appel à la chirurgie. Le froid favorise et aggrave des pathologies respiratoires, surtout s'il est accompagné de l'air sec. Parce que l'air sec irrite et inflamme la muqueuse, c'est-à-dire respiratoire, que ce soit au niveau des fosses nasales, que ce soit au niveau des bronches. Cet air, c'est un facteur qui favorise l'irritation et l'inflammation de la muqueuse. Et quand il y a l'irritation et l'inflammation au niveau de la muqueuse bronchique crée ce qu'on appelle une bronchoconstriction. Et ce bronchospasme va diminuer la lumière bronchique et la personne va commencer à tousser, à avoir des difficultés respiratoires. Et que ce soit au niveau des fosses nasales, ça peut entraîner ce qu'on appelle le rhume. Et c'est les asthmatiques, ça aggrave. On voit cette période-là, c'est les asthmatiques. Et la plupart des asthmatiques qui nous viennent, ils viennent dans un tableau de crise, dont la gestion se fait en réanimation. La mortalité est un peu élevée. On peut assister aussi à des cas de pneumonie grave. Le docteur nous prodigue quelques conseils pour prévenir les maladies respiratoires pendant cette période de fraîcheur. Il faut se couvrir contre le froid et éviter, c'est-à-dire l'air sec. Et surtout les enfants et puis les personnes âgées, il faut aérer souvent les chambres, les salons. Le froid, il faut se couvrir, mais l'air qui est dans la chambre, il faut que l'air soit échangé. Il faut qu'une personne soit atteinte d'une grippe, et là, en ce moment, il peut contaminer à tout le monde. Éviter l'exercice physique aussi, intense au cours du froid. Donc, si on veut faire l'exercice physique à cette période, il faut faire dans un environnement fermé. Il y a un problème qu'on va évoquer, ça c'est le beurre de karité. On voit de plus en plus les gens mettre du bourre, c'est-à-dire les narines avec des beurre de karité. Ce n'est pas conseillé. Au niveau des narines, il y a des cils. C'est pour lutter contre une infection probable qui vienne. Mais quand vous mettez les beurre de karité, vous fragilisez, c'est-à-dire ces cils. Il y a des produits qui sont disponibles dans les officines, tels que l'huile gomelélé, où on peut mettre quelques gouttes dans les narines pour humidifier les narines. La combinaison de la fraîcheur et de la poussière irrite particulièrement les bronches. Les personnes à risque sont les enfants de 0 à 5 ans, les personnes âgées, celles qui souffrent d'asthme et des effets de la cigarette. La vaccination contre la pneumonie et la grippe est disponible.
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Nous sommes à la fin de ce journal. Comme information majeure, notez que Bamako abrite du 22 au 23 décembre la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, est arrivé ce matin pour prendre part aux différentes activités. Il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue malien, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Dans l'agenda de demain, l'arrivée du président du Faso, la tenue de la session au CICB et l'inauguration de la télé AES et de la Bécide AES. On vous rappelle encore une fois qu'en ce moment même, le président de la transition, président de la Confédération AES, offre un dîner à son hôte, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Un grand merci à nos téléspectateurs de Bamako, de Ouaga et de Niamey. Bonsoir et à demain. Azimai! Azimai! Azimai!